Mesdames et messieurs, amis téléspectateurs, bienvenue au Coin du Feu. Au Coin du Feu, c'est un concept que nous mettons à votre disposition. Vous connaissez le rôle que jouent les feux dans la vie de l'humanité. Les feux, ça nous permet de cuire nos aliments. Les feux, ça nous permet de nous réchauffer. Mais autour du feu, c'est un principe millénaire. Nos ancêtres nous ont légué une tradition où chaque fois que nous devions lier les générations, on se mettait donc autour du feu le soir, et celui qui avait une belle histoire nous l'a raconté, et les feux nous permettaient ainsi de consolider les liens entre les générations, mais surtout aussi de permettre à ceux qui avaient le savoir de le transmettre aux plus jeunes. Au Coin du Feu donc est un concept que nous mettons à votre disposition. Pourquoi? Parce que nous voulons d'une certaine manière transmettre au travers de notre télévision, de cet espace, des choses qui ont été dites parmi nous. Et nous avons choisi la pensée écrite, la pensée mise sur papier, celle des auteurs. Au Coin du Feu va vous présenter donc les différentes pensées qui ont été travaillées par des auteurs de talent et qui peuvent nous servir aujourd'hui de modèle, pourquoi pas, des substrats à nos réflexions. Pour ce numéro, j'ai le plaisir de choisir 3 auteurs différents. Mais vous allez voir que quand on parle de l'être humain, quand on parle de la société, quel que soit l'angle que l'on a choisi, on finit tout par avoir des convergences. Nous avons donc 3 auteurs, je vais tout à l'heure vous en parler. Le premier auteur, c'est un homme de Dieu, c'est un homme connu. L'homme, sa mission, son pouvoir. C'est le pasteur Myles Munroe qui nous a malheureusement déjà quittés, mais qui a quand même écrit un livre extraordinaire, L'homme, sa mission, son pouvoir. Le deuxième que je choisis pour vous, et nous allons y revenir tout à l'heure, c'est non le moins célèbre, Mabika Kalanda et l'échec de l'édification au Congo-Kinshasa. Voilà le titre d'un livre écrit par le professeur Kamongo Emmanuel, qui est docteur en philosophie africaine de l'histoire africaine, avec une thèse originale intitulée La Renaissance africaine chez Cheikh Anta Diop. Donc un africaniste, un Africain, un homme capable de nous en parler avec compétence. Le dernier livre que je choisis, et vous allez trouver le lien entre les 3 livres, parce qu'il y en a vraiment un lien, c'est le livre écrit par Émile Bongeli Yekelo Yato, par l'émergence par l'intelligence, pour une recherche scientifique citoyenne au Congo-Kinshasa, professeur d'université, homme d'État congolais, ayant occupé plusieurs postes dans ce pays. Bongeli est aussi un auteur de talent. Mesdames et messieurs, nous allons donc y aller avec courage, parce que ce n'est pas facile de rendre compte de la pensée des autres. Alors, que nous dit le pasteur Myles Munroe? L'homme de mal, donc pas l'homme fameux, mais l'homme le mal. L'homme, sa mission, son pouvoir. Pourquoi avoir posé cette problématique du pouvoir de l'homme? Je voudrais déjà, dès cet temps d'émission, remercier la personne qui m'avait offert ces livres. Je suis content parce que quand je l'ai relu, j'ai compris que c'était un cadeau inestimable. Je voudrais donc remercier le couple pasteur Omombo, Maggie et Freddy, qui m'ont offert ces livres avec une belle dédicace. Et ils n'avaient pas tort, parce que ces livres, quand je les relus, j'ai compris qu'il y avait de quoi. Alors, dans la préface de ce livre, nous allons donc poser la problématique, et je vais vous lire des larges extraits pour que nous puissions comprendre pourquoi il parle de l'homme. Alors, le pasteur Myles dit ceci: dans chaque culture et chaque couche sociale, les hommes ont du mal à trouver leur place dans un monde en constante évolution. Dans de nombreuses sociétés, les changements radicaux du statut de femme, de l'environnement de travail, ainsi que des rôles culturels traditionnels, a laissé un nombre important d'hommes désorientés, désabusés, en colère, frustrés et traumatisés. Oui, dans ce monde avant-gardiste, cybertechnique, où tout fonctionne par Internet, le mal est coincé dans une toile mondiale de confusion. Les hommes sont en difficulté, mais on peut leur admettre, ils sont perdus dans un labyrinthe
de nouveaux paradigmes sur la terre inconnue de la convergence socioculturelle. Il continue en disant « Le changement est souvent source d'incertitude et apporte dans une certaine mesure des craintes et d'anxiété. Pour plusieurs hommes, ce type de crainte est difficile à gérer et crée une panoplie de réactions possibles. Parmi les réactions négatives qui peuvent être engendrées, il y a le déni, l'ignorance, l'isolement, la colère, la résistance et les ressentiments. Cela peut créer des sérieuses répercussions sur l'environnement dans lequel le changement prend place. Les résultats peuvent se manifester sous forme d'oppression, de refoulement, de violence et d'un esprit contrôlant. Pour résumer un peu cette pensée, et c'est l'introduction que j'en fais de cette lecture comparée, le monde change. Autour de nous, le droit des femmes a été modifié, il est allé très vite, il a atteint des niveaux où l'égalité de la femme et de l'homme n'est plus contestable. Aujourd'hui, le pouvoir de l'homme, qui était celui qui sortait de la caverne pour aller chercher les gibiers, qui revenait non seulement avec les gibiers, il était la source et la gestion du pouvoir. Tout cela n'est plus. L'homme n'est pas au centre de la vie comme il aurait pu l'être il y a 60 ans. Aujourd'hui, la connaissance, la technologie a réduit l'homme à un rôle un peu frustrant. Une étude rapide sur le comportement masculin au sein de nombreuses nations contemporaines, y compris la nôtre, révélera de telles réactions au changement culturel. Les transitions drastiques prenant place au sein des structures sociales, ainsi que l'évolution de longues traditions, détruisent les lignes directrices et les définitions même de nos vies. Pour les hommes, dans la plupart des sociétés et cultures, cette redéfinition est traumatisante et a laissé de nombreux hommes sans définition claire de la virilité, de la masculinité et de la paternité. Et donc, nous constatons aujourd'hui que même le rôle de père a perdu son pouvoir. Le rôle même d'être masculin, parce qu'aujourd'hui, pour avoir un enfant, on n'a pas besoin forcément d'un homme avec tout ce que ça comporte comme difficulté, son arrogance, son pouvoir. Non, on peut aller dans une clinique d'insémination, on se fait un enfant. On a cet enfant et on l'éduque. Pour avoir une vie de couple, on n'a pas forcément besoin d'un homme. On peut aussi être en couple avec une femme. Voilà le monde dans lequel nous vivons. L'homme est donc en train d'être évacué de son pôle central dans lequel il a vécu pendant des millénaires. Et le pasteur Myles Munroe nous dit cela. Il dit aussi l'impact ainsi engendré sur les femmes, la famille et la société est également effrayant. De nombreuses femmes souffrent de la violence qu'expriment ces hommes en colère. Les enfants sont victimes d'abus et de ressentiments. Et la société arbore les cicatrices de cette détérioration sociale. Regardez dans nos avenues, vous allez voir le nombre de Kuluna. C'est aussi cette disproportion de la violence qui est dispersée dans la société. Leurs idées, leurs lois et les programmes sociaux sont inefficaces lorsqu'il s'agit de régler la question. Les hommes sont clairement en difficulté. Que doit faire l'homme? Le défi numéro 1 d'un homme est sa crise d'identité. L'homme moyen est désorienté quant à sa virilité, sa masculinité et sa sexualité. Il n'a pas de définition claire de ce qu'un homme est censé être. Certains hommes confondent leur rôle culturel, sociaux et traditionnels avec la définition de leur masculinité. Toutefois, cela s'est révélé être l'une des plus grandes causes du problème actuel, car comme les rôles changent, change aussi l'image que l'homme a de lui-même. Comment mesurons-nous un homme, se pose la question le pasteur Myles Munroe. Qu'est-ce qu'est la masculinité authentique?
Comment la définit-on? Quelle est la véritable sexualité de l'homme? Quel est le but de l'homme dans sa relation avec la femme? Y a-t-il une définition universelle de la virilité? Peut-on l'atteindre? Où trouvons-nous cette définition? Voilà des questions fondamentales que se pose ces livres, se pose l'auteur de cet ouvrage. C'est un livre exceptionnel, c'est un livre que je recommande vraiment à tous ceux qui peuvent le lire, surtout nous les hommes. Nous qui vivons aujourd'hui au cœur de notre propre humanité, dans ce monde qui change. Surtout nous, un peu de la vieille génération, même si on n'est pas encore vraiment très vieux, mais le monde qui se définit autour de nous est quand même différent de celui que nous avons vu, nous, quand nous grandissions. Alors cet ouvrage, donc, j'ai longuement lu cette introduction pour poser la problématique qu'il va effectivement nous donner. Alors nous allons peut-être dire quelque chose avant d'entamer un deuxième auteur. Je reviendrai à l'auteur ici. Il dit ceci: les rôles masculins traditionnels offraient autrefois aux hommes équilibre et continuité, de génération en génération. Aujourd'hui, nombreux sont les hommes qui se demandent qui ils sont et quel rôle ils devraient jouer. Bien qu'ils semblent mener des vies ordinaires, comme travailler, se marier, fonder une famille, ils ont des profondes incertitudes sur ce que signifie être un homme, un mari et un père. Qu'est-ce qui crée ces incertitudes? Une raison majeure est que la société renvoie des signaux conflictuels sur ce que signifie être un homme. Dans le creuset d'idées sur la masculinité, les perspectives traditionnelles compétitionnent côte à côte avec les nouvelles idées sur le sujet, chacune cherchant à prendre les dessus. Il est donc un problème aujourd'hui d'être un homme. Vous connaissez tous autour de vous des personnes complètement déjantées, n'ayant pas de boulot par exemple, vivant encore chez les parents à 40-45 ans, délaissés par la famille parce que n'ayant pas de place. Vous êtes âgés, vous êtes les grands frères, mais comme vous n'avez pas un apport substantiel dans la maison, aucun enfant ne vous respecte. Ces hommes existent, ils sont nombreux autour de nous. La société a donc laissé sur les rivages cette blessure qui touche aujourd'hui la masculinité. Comment faire pour s'en sortir? L'auteur de cet ouvrage, je ne veux pas totalement vous lire tout ça, parce que c'est quand même exceptionnel ce qui est dit dans cet ouvrage. Alors, il va même définir les 7 principes qui donnent un but à notre existence. Il va donner donc des éléments importants dans cet ouvrage. Je reviendrai vers la fin parce que c'est le fil conducteur de cette émission. Pour revenir à un deuxième ouvrage, nous allons prendre une petite pause avec ceci.
Équateur, Kasaï oriental, Kasaï occidental, Bandundu fait. Voilà, nous revenons à cette émission et je suis donc content parce que le pasteur Mills Munro nous a donné cette incertitude, il nous a bousculé, il nous a dit c'est trop tard, peut-être, non ce n'est pas tard. Je reviendrai à la conclusion de cette émission rapidement pour vous dire ce qu'il y a effectivement à faire. Mais pour le moment, cette question de Munro a déjà été traitée parce que non seulement l'homme est en crise, parce qu'il a été bousculé dans son rôle traditionnel, mais aussi l'élite est en crise, vous voyez, parce que ce sont les hommes qui étaient en fait, qui constituaient comment dirais-je, le pilote de la société. Si eux ils sont en crise, ça impacte sur l'élite. L'élite aussi est en crise. Et dans cet ouvrage de Mabika Kalanda, dans cet ouvrage de Emmanuel Kabongo sur la pensée de Mabika Kalanda, nous retrouvons donc non seulement l'homme qui est en crise, mais l'élite entière qui est en crise. Mabika Kalanda dit ceci: les élites, c'est d'abord la connaissance de la vérité, laquelle conduit à la conscience de soi, d'être maître de son destin. Voilà comment il définit d'entrée de jeu ce qu'est le rôle de l'élite. Ensuite, l'élite doit être consciente d'elle-même et de son rôle historique. C'est-à-dire, par rapport à l'ensemble des citoyens, elle doit avoir de la société une vue globale ou une certaine vision impliquant d'elle des idées et des actes dynamiques sur tout ce qui touche à la société et à la vie en groupe. Pour Mabika Kalanda, la vision plus clairvoyante et plus dynamique des réalités politiques et économiques de sa société favorise l'unité et la cohésion des grands ensembles humains dans la nation. Il continue en disant, c'est pourquoi les élites, c'est toujours et déjà la conscience de soi d'une minorité agissante, celle qui doit remplir la charge historique des constructions nationales, la conscience de construire un destin national. Mais d'où vient cette conscience, s'interroge l'auteur, de soi, qui singularise les élites et les rend intraitables quant à la protection, la défense et l'extension de l'intérêt général. La conscience de soi des élites nationales est la résultante de la connaissance rationnelle, philosophique de l'histoire nationale. Ici, l'histoire nationale n'est pas seulement connaissance du passé, loin de là, mais aussi et surtout intelligence du passé pour un avenir maîtrisé. L'histoire est vue et entendue comme porteuse d'initiatives nationales et comme refus des erreurs du passé. Elle nous dit comment, dès l'origine à ce jour, nous sommes arrivés là où nous sommes, spécifiant l'effort populaire ainsi que les faiblesses à éviter à l'avenir. Cette manufacture de notre engagement à nous rendre disponible, notre espace vital pour en vivre heureux, ainsi que des valeurs nationales qui fondent cet engagement à léguer à nos enfants un pays plus beau qu'avant. Voilà, on se rend compte qu'il y a un deuxième niveau de crise. D'abord la crise de l'homme, en général, en tant que patron, je peux dire patron entre guillemets, de la destinée familiale. L'homme a été expulsé. Il est devenu aujourd'hui plus léger, faible, émasculé presque, sans virilité donc, et incapable d'assumer son rôle de pater. Mais la société a avancé, parce que l'homme n'est pas en place. L'élite aussi est touchée. Mais là, Mabika Kalanda nous a rappelé les rôles de l'élite. Mais comment est l'élite aujourd'hui? Parce qu'avec un homme en crise, comme nous l'a dit le pasteur Mills Munro. Alors, Mabika Kalanda dit ceci. Le Congolais est dans un cercle vicieux. Les déficits de conscience historique, avec l'aliénation globale qui en découle,
met en incapacité les élites dans la nécessité historique de creuser, connaître rationnellement et philosophiquement leur histoire aux fins de construire et de raffermir leur conscience historique porteuse de leur conscience de soi-même, de soi, comme acte d'auto-prise en charge en tant que maître de leur destin d'une part, et d'autre part, la faiblesse de la conscience historique occulte chez les élites la nécessaire volonté de promouvoir l'unité linguistique pour raffermir leur identité collective, porteuse de leur unité psychique et physique. La faiblesse de la conscience empêche les élites de promouvoir un récit national pour chanter les valeurs nationales, s'exalter, se projeter et s'approprier de façon performante leur espace vital. C'est la mettre à disposition pour en vivre heureuse et créer une véritable culture nationale, l'évier de tout développement humain et sociétal. Alors comment s'en sortir? Se pose la question cet auteur. Comment s'en sortir? L'homme est en crise, l'élite est en crise. Alors il recommande même en disant, en s'adressant à l'élite de l'élite de l'élite, donc ceux qui écrivent pour les autres. L'homme qui écrit pour son peuple, quand il utilise le passé, doit le faire dans l'intention d'ouvrir l'avenir, d'inviter à l'action, de fonder l'espoir. Mais pour assurer l'espoir, pour donner densité, il faut participer à l'action, s'engager corps et âme dans le combat national. On peut parler de tout, mais quand on décide de parler de cette chose unique dans la vie d'un homme, que représente le fait d'ouvrir l'horizon, de porter la lumière chez soi, de mettre debout soi-même et son peuple, alors il faut musculairement collaborer. Parce que se battre pour la culture nationale, c'est d'abord se battre pour la libération de la nation, matrice matérielle à partir de laquelle la culture devient possible. Il n'y a pas de combat culturel qui se développerait latéralement au combat populaire. La culture nationale prend corps et conscience au cours de ces combats dans la rue, en prison, devant la guillotine, dans les postes ennemis investis et détruits. Parce que la culture est d'abord expression d'une nation, de ses préférences, de ses interdits et de ses modèles. C'est donc le combat pour l'existence nationale qui débloque la culture, lui ouvre les portes de la création. Et c'est en définitive la libération nationale qui rend la nation présente sur la scène de l'histoire. Voilà un peu ce que Mabia Kalanda nous dit. Oui, l'élite est en crise, mais elle doit s'engager dans le combat de la culture pour libérer les énergies créatrices et donner ainsi à son peuple le sens de l'horizon. Il faut donc regarder l'horizon avec détermination. Nous avons donc là le deuxième grand auteur, parce que c'est quand même quelqu'un qui a vécu parmi nous, Mabia Kalanda. Et Emmanuel Kabongo, que je félicite d'ailleurs grandement pour avoir remis la pensée de Mabia Kalanda, n'est-ce pas, au cœur de notre pensée. Je suis donc très heureux d'avoir présenté cet homme et cette lecture en disant, oui, mais l'élite, comment faire? Si l'élite est en crise et il peut se battre, si l'homme est en crise et il peut s'en sortir, par quels moyens nous allons faire pour nous en sortir? Comment commencer toute une nouvelle aventure, cette aventure de l'histoire? Alors, je voudrais terminer avec un troisième auteur qui répond un tout petit peu à cette problématique, mais avant tout, ceci. Si tu crois que j'ai eu peur, c'est faux. Je donne des vacances à mon cœur, un peu de repos. Et si tu crois que j'ai eu tort, attends,
respire un peu le souffle d'or qui me pousse en avant et fais comme si j'avais pris la mer. J'ai sorti la grande voile et j'ai glissé sous le vent. Fais comme si je quittais la terre. J'ai trouvé mon étoile, je l'ai suivi un instant. Sous le vent. Et si tu crois. Voilà, amis téléspectateurs, nous revenons sur ce plateau pour le troisième auteur. Je sais que les hommes n'aiment pas lire, encore moins les enfants d'aujourd'hui. Vos smartphones ont remplacé les livres, vos tablettes ont remplacé tout. Aujourd'hui, les gens sont tellement devenus paresseux. Ils ont même des livres audio, donc ils mettent simplement un peu de trucs dans les oreilles et on lui livre le livre qu'il veut connaître. Cette société, elle a progressé, certes, en technologie, mais elle a régressé en efficacité personnelle. Nos doigts, nos yeux, nos pieds doivent continuer à vivre malgré la présence de la technologie. Lire un livre, c'est un acte puissant par lequel on libère des fortes énergies au fond de soi-même. Le troisième livre que je veux vous présenter, je l'avais déjà dit au début, c'est celui écrit par le professeur Bongeli. Oui, Bongeli lui dit ceci, il va tout droit au but. Si l'homme est en crise, c'est parce qu'il n'a pas su s'adapter aux mutations qui se sont imposées au cours de l'histoire. Oui, il était les chasseurs qui allaient chercher les gibiers. Oui, il revenait dans la mythe de la caverne. Il racontait ce qu'il voyait dehors. Il était les héros parce qu'il affrontait les intempéries de dehors. Mais avec le progrès de la science et le progrès des idées, la femme est sortie de la caverne. L'homme et la femme partent ensemble. Donc l'homme a perdu déjà le pouvoir de raconter. Parce que si qu'il raconte, la femme peut dire non, 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 moi aussi j'y étais là. Ce que tu dis là n'est pas exact. Donc il a perdu son pouvoir de fascination. L'accumulation des richesses a fait que l'homme et la femme sont devenus, en tout cas en droit et en devoir, sont devenus égaux. À ce couple s'est ajouté un troisième élément, les enfants. Ce n'est plus des petits-enfants comme on avait avant, et aussi grâce aux technologies, ont accès au monde. Nous savons tous que nos papas étaient les plus intelligents de l'école. Ils étaient toujours les premiers selon la légende familiale. Mais aujourd'hui, un enfant est capable d'aller à l'école où a étudié son père, de chercher les archives, de se rendre compte que non, son paternel était le dernier de la classe. Il n'y a plus de mythes aujourd'hui. Donc au couple à la femme qui venait casser l'homme, il y a aussi l'enfant qui vient casser les parents. Non, papa, je connais, j'ai vu votre ami. Les enfants, grâce aux technologies, grâce surtout à Internet, ont accès et ils peuvent démanteler tous les mythes sur lesquels nous avons fondé leur éducation. Ils peuvent à tout instant vérifier, contre-vérifier les propos des parents. Donc, le monde a changé. Comment faire si l'élite est déjà dans ce domaine-là? Alors, c'est ici où le professeur Bongeli lui dit ceci, il n'y a pas de moyen d'émerger, on ne peut émerger que par la science. Il n'y a que la science qui peut permettre à un pays d'aller de l'avant, parce que la science vous permet de vous remettre en question et de vous adapter au contexte du moment. Alors, je vais lire simplement quelque chose qui est dit d'abord avant de rentrer dans la solution qu'il propose. Le professeur Bongeli fait l'éloge de la science pratiquée depuis le XVIIIe siècle de notre ère jusqu'à ce jour par l'Occident, qui s'y est appuyé pour asseoir son hégémonie sur le monde. Devenu patrimoine de l'humanité. Cette science qui est née en Occident, évidemment, les profs peuvent être contredits parce qu'il y a un type comme des chercheurs qui disent que non, la science est née en Afrique. Mais là, c'est une question polémique. Donc, cette science est née en Occident, elle promet ceux hors de l'Occident ont su se l'approprier avec vision, intelligence et responsabilité. Donc, il demande à ce que l'on s'approprie la science avec vision, intelligence et responsabilité. L'auteur nous dit, il relève les pesanteurs politico-culturelles qui font obstruction à la pensée scientifique, rationnelle,
pour laisser libre cours à l'irrationalité qui gagne tous les esprits, même lucides, avec les résultats que tous déploient aujourd'hui. Il prône dans ses livres l'avènement d'un État stratégique fort en RDC, à l'instar des pays BRICS, avec des objectifs réfléchis, des politiques publiques en matière de recherche scientifique et technologique dans plusieurs secteurs de la vie sociale, allant de l'organisation politique à la production des biens et services, tout en mettant en garde contre les certitudes idéologiques imaginaires diffusées par des canaux insoupçonnés, tels l'enseignement tronqué de la science économique, mais aussi et surtout les prédications religieuses qui génèrent des idolâtries stérilisantes, même auprès des élites. Voilà comment lui il demande, c'est que nous puissions émerger par la science en nous appropriant cette culture de la rationalité. Il parle même de la survivance des fétichismes des temps modernes. Il pense que les faits religieux tel qu'il est pratiqué, il ne permettrait pas à la science d'évoluer et au pays d'émerger. Mesdames et messieurs, je voudrais donc par ici vous dire merci d'avoir supporté ma tronche pendant quelques minutes. Mais c'était aussi avec un grand bonheur de présenter régulièrement au coin du feu ces trois auteurs. Il y en a énormément qui produisent dans ce pays, mais où est-ce qu'on peut s'approprier ces ouvrages? Je voudrais donc partager avec vous mes quelques intuitions qui sont nées des lectures, parce que ce que je comprends moi-même, à quoi ça me servira si je ne vous en parle pas? Il faudra que ceux qui sont plus jeunes, ceux qui sont plus vieux, ceux qui sont de notre âge, nous puissions partager dans un cercle, comme autour du feu, le bien que la chaleur de la lumière peut apporter. Le feu, c'est sacré, mais le feu sacré, c'est toujours lui qui le possède. Lui, c'est Dieu, le Créateur. Merci de votre fidélité. Au coin du feu, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous retrouve dans 15 jours pour d'autres lectures, pourquoi pas d'autres suggestions. Je remercie donc celui qui a été derrière la caméra, qui s'est battu comme un lion pour que l'émission vous arrive. C'est celui-là qui n'a pas de nom, mais il sait lui-même que je les remercie. Au revoir.